Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leurs passions, talents, convictions et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Alors pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Geoffrey Morel, un des cofondateurs du média Capao. Bonjour Geoffrey, bienvenue Bonjour. sur Instant Cactus. Est-ce que pour commencer, tu peux peut-être te présenter et nous raconter un peu ton parcours dans les grandes lignes et nous expliquer comment est né ce média ? Ouais. Alors, comme tu l'as dit, le nom Geoffrey Moret, et puis ça fait maintenant 4 ans qu'on a lancé Capao. Et puis avant ça, donc moi j'ai étudié ici en Suisse, j'ai fait ma scolarité en Suisse, et puis après j'ai été faire l'université aux États-Unis, juste en dehors de Los Angeles. Et puis au retour de Los Angeles, j'ai fini aussi une formation à l'école Créa en marketing digital. Et c'est en sortant en fait de cette formation en marketing digital qu'on a lancé Capao avec 3 autres personnes qui étaient en cours en fait avec moi pendant ces quelques années. Ok, et ça se passe comment ? Une soirée trop arrosée, un matin hyper inspiré ? Comment c'est venu l'idée ? Alors, plusieurs soirées trop arrosées, mais en fait, c'est une idée qui a pris un petit peu de temps à mûrir parce que pendant cette période, c'était vraiment aussi le décollage du média américain Vice. Oui, exact. Et on a énormément suivi ça, et puis on adorait regarder en fait tous les reportages qu'ils faisaient. Et c'est venu un peu d'une discussion de se dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de médias comme ça en Europe? Donc à l'époque, il n'y en avait même pas vraiment en Europe. Et pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas en Suisse? Et puis après, se poser la question, est-ce que nous, on pourrait le faire, on pourrait pas le faire? Et puis en fait, en sortant de notre formation, on a passé plusieurs soirées arrosées pendant l'été 2016, et c'est à la fin de cet été qu'on a décidé, allons-y, on se lance. Ok, et ça a commencé comment concrètement ? Enfin, vous aviez déjà une idée des contenus et des thèmes que vous vouliez aborder ? Comment ça s'est mis en place ? Alors, le concept initial était très différent de ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, pendant cet été, on se disait, ah, mais il y a quelque chose qui est particulier, c'est la manière dont nous, on aborde chaque semaine. Le lundi, on est un peu plus down. Le mercredi, c'est une journée de productivité. Et puis le vendredi, on se réjouit du week-end. Et donc, nous, on voulait faire un média qui représentait ça, où en fait, tu avais des thématiques par jour. Donc, par exemple, le vendredi, on allait parler de gastronomie ou de musique parce que c'est le week-end qui venait. Le lundi, c'était des thématiques par rapport à la productivité. En fait, on a remarqué que ça n'avait pas beaucoup de sens de faire les segmenter choses comme ça. Et puis, on a choisi celle qui était le plus important pour nous. C'était le côté un peu plus actu, mais aussi un peu plus sérieux par rapport à des thématiques qui définissent le monde dans lequel on opère. Et les premiers contenus étaient très bizarres parce qu'on ne savait pas vraiment ce qu'on voulait faire. Et je me rappelle parce que c'était un été où on était à Mass Challenge, qui est à Renan. Et puis c'était là où en fait on a eu cette idée. Et puis on faisait nos premières interviews avec les étudiants de l'EPFL. On y allait et tout membre de l'équipe n'a jamais tenu une caméra de sa vie. Et donc là, on devait commencer à créer les premiers sujets comme ça. Et tu te rappelles de votre premier sujet, le tout premier ? Alors, je me rappelle pas le tout premier, mais je me rappelle le tout premier qui a extrêmement bien marché. C'était par rapport à il y a une période dans l'année au Japon où on tue beaucoup de dauphins. Et nous, on avait fait un sujet par rapport à ça parce qu'on trouvait que c'était dramatique, ce genre de situation. Et je me rappellerai toujours parce qu'on avait créé ce sujet et on rafraîchissait la page Facebook chaque quelques secondes parce qu'on voyait les commentaires et les shares qui décollaient. Et puis, on avait l'impression que c'était un bug. Et c'était en fait la première vidéo virale qu'on a eue. Que vous avez lancé. Ok. Et je suis hyper curieuse, ça vient d'où le nom Capao ? C'est un petit peu étonnant. Alors, ça vient des bandes dessinées. Donc, on était tous fans de bandes dessinées quand on était plus jeune. Et en fait, quand on regardait les bandes dessinées, par exemple Batman, quand Batman mettait un coup de poing au méchant, c'était écrit Kappa en grand. Et donc, ça vient de là. Ok. Et tu parlais avant des différentes thématiques qui résonnent pas mal avec votre audience. Aujourd'hui, c'est quoi les grands axes de contenu que vous produisez ? Donc, on en a 4. On en avait 2 avant l'été, qui étaient vraiment tout ce qui touche autour du côté environnemental et aussi sociétal. Et ce qu'on a remarqué pendant cet été, parce qu'on s'est beaucoup posé la question de comment faire évoluer notre média, on a remarqué qu'il y avait 2 autres thématiques qui revenaient énormément en fait dans les centres d'intérêt et que nous, on avait envie de couvrir aussi maintenant. C'est tout ce qui est notre relation au travail, donc on appelle ça work-life, et l'aspect de bien-être, wellness. Pendant des années, on pense wellness, c'est avoir un corps particulier ou autre. Et puis nous, ce qu'on remarque, il y a une partie de ça, mais c'est énormément aussi avec notre relation avec nous-mêmes, avec le monde qui nous entoure et notre bien-être personnel.
Et en 4 ans, vous avez beaucoup grandi. Aujourd'hui, vous avez autant des équipes en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Alors ça se passe comment? Comment vous recrutez des créateurs de contenu et quel profil vous avez? Donc le recrutement est assez, j'ai envie de dire, chaotique, mais avec une espèce de structure. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas des profils extrêmement particuliers. On est encore une équipe qui n'a pas de spécialisation très particulière de par aussi la taille de l'entreprise et aussi parce qu'on est en train de créer un modèle qui est différent de ce qui existe aujourd'hui. Donc on a aussi besoin de nourrir ça avec des personnalités qui sont différentes. Et c'est ce qu'on disait au début quand on nous demandait mais pourquoi vous recrutez pas des journalistes? Puis on se disait, on aimerait bien recruter des journalistes, mais la plupart qu'on rencontre ne comprennent pas exactement le modèle qu'on est en train d'essayer de créer. Donc en fait, ça serait presque plus compliqué de prendre quelqu'un qui pense d'une certaine manière et de leur faire complètement changer ça. Et on a plus en fait de facilité de prendre des gens qui viennent d'univers différents et qui ont des compétences particulières et leur permettre en fait d'évoluer au sein de Kappa. Donc aujourd'hui, le recrutement devient un petit peu plus spécialisé, mais au début, vraiment, les 5 fondateurs, on avait tous des parcours complètement différents. Zéro notion. Exactement. Et zéro notion, ça c'est un très bon point. C'est hyper important au début d'avoir ce zéro notion parce qu'on n'avait pas de code qu'il fallait qu'on respecte. Après, il y avait des codes qu'il fallait qu'on apprenne parce que c'est des codes importants du métier, mais il n'y avait pas d'idées préconçues qu'on avait chaque jour quand on venait au travail. Tu n'as pas de contraintes par rapport à ça. Il y en a d'autres qui arrivent après, mais au moins tu n'en as pas au début. Ouais. Exact. Et tu parlais de modèle que vous construisez. Alors c'est quoi ce modèle? Comment vous opérez? Parce que je crois que tous les contenus sont gratuits. Donc comment vous vous rémunérez? Donc, comme dans l'histoire des médias, il y a 2 vraiment modèles d'affaires. C'est soit un modèle publicitaire, soit un modèle d'abonnement. Donc, nous, comme tu as dit, on est sur un modèle gratuit, donc un modèle publicitaire. Par contre, on a des formats publicitaires qui sont différents. Donc, on est les premiers en Suisse à avoir vraiment développé le branded content. Et donc ça, c'est vraiment le modèle qu'on a aujourd'hui, mais on est aussi en train de rajouter en fait des formats publicitaires par rapport à notre offre, qui sont bien sûr le sponsoring, comme il y a eu pendant des années à la télévision, mais qui est en train de grandir sur les réseaux sociaux, ou aussi une nouvelle forme de display qui est beaucoup plus proche de ce qu'on pourrait trouver à la télévision, donc du display premium, mais sur les réseaux sociaux, parce que très souvent, quand on pense au display et au digital, on pense à des banner ads sur le côté, mais en fait, on n'a pas encore répliqué réellement la qualité d'une pub télévisée sur les réseaux sociaux. Sur ces formats-là. Et quand tu parles de branded content, ça ressemble à quoi? Donc, le branded content, c'est l'association d'une marque avec un contenu que nous, on crée d'un point de vue éditorial. Donc, pour donner un exemple, on va prendre une thématique financière, disons, et puis on va soit une marque va venir vers nous et nous dire, écoutez, nous on a cette problématique, on aimerait s'adresser à ce public, on aimerait s'adresser par rapport à certaines valeurs qu'on veut représenter sur ce sujet, et nous on va développer en fait des sujets qui sont en lien avec ça, ou parfois nous-mêmes on a des idées, donc on aimerait, je sais pas, développer une série qu'on avait développée, c'était le futur du travail, où nous on veut s'intéresser à quoi va ressembler le monde de demain par rapport à notre relation au travail. Et là, on va aller chercher un partenaire, une marque qui a envie de s'associer avec ça. Et c'est ce qu'on avait fait avec la BCV. Ok. Et c'est déjà arrivé qu'un potentiel partenaire vienne vers vous avec un sujet ou bien une proposition et que ce soit pas en ligne avec votre direction éditoriale et vous refusiez ou pas encore? Alors, c'est pas arrivé très souvent. C'est arrivé de temps en temps quand on est en discussion. Naturellement, on se met pas tout de suite d'accord sur la thématique. Donc, il y a un peu d'aller-retour par rapport à est-ce que c'est vraiment cette thématique ou plutôt celle-ci. Parfois, nous, on a une opinion par rapport à une et la marque a une autre opinion. Mais on n'a pas eu de gros problèmes par rapport à ça. Et puis, on s'est toujours dit, le jour où on a un gros problème comme ça, on travaille, que ce soit nous ou la marque, dans l'intérêt de plaire à un public. Si on sent que ça va pas le faire, on a meilleur temps de ne pas le faire. On abrège, oui. Exact. Parce qu'on n'a pas de court-termisme par rapport à notre réflexion. Si tu fais mal à ta marque très tôt, ouais, tu as la confiance aussi qui est placée dans ta marque. Ouais. Et justement, sur votre site, vous indiquez la devise « Nous sommes là où notre audience se trouve ». Alors, si tu devais faire le persona, on va dire, votre cœur de cible, ce serait qui? Donc, en fait, il a changé un petit peu avec les années. Donc, on s'est dit au début que nous, on touchait vraiment les 18-34. Et comme tu l'as dit, on va là où notre audience se trouve, mais on a diversifié donc, notre offre sur différentes plateformes. Au début, on était sur Facebook, puis Instagram et aussi aujourd'hui aussi TikTok. Et en fait, on voit que le cœur de cible est différent par plateforme. Donc, on est vraiment 25-30 ans sur Facebook. On est vraiment 20-24 ans sur Instagram. Et sur TikTok, ils ne nous donnent pas assez précisément en fait, l'âge de l'audience, mais on pense que c'est 20 et en dessous. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'on n'a pas eu besoin de changer vraiment les sujets qu'on faisait. C'était vraiment la diversité des plateformes qui nous permettait d'avoir ce différent public cible. Mais si j'étais aujourd'hui, je dirais 22-28 pour... Ça, c'est vraiment notre cœur de cible. Et en fait, ça représente aussi l'équipe éditoriale. OK.
Intéressant. Et quand vous produisez un contenu, est-ce que vous le répliquez sur les différentes plateformes ou vous adaptez justement aux différents canaux? Est-ce que vous allez publier le même contenu sur Facebook que sur Instagram, par exemple? Alors sur Facebook et Instagram, c'est pratiquement identique. D'accord. Par contre, sur TikTok, on retravaille les sujets ou on crée des sujets particuliers par rapport à TikTok. Mais sur Instagram et Facebook, c'est plus ou moins les mêmes sujets. Mais vous recyclez pas forcément sur l'autre plateforme? Non. Et on fait aussi énormément de partage de contenu entre les deux différentes régions linguistiques. Donc, ce soit des contenus qui ont été créés par l'équipe à Zurich ou à Genève. On a énormément de traductions en fait, entre les sujets aussi. D'accord, ok. Et vous publiez, en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit avant, mais tous vos contenus uniquement sur les réseaux sociaux. Pourquoi ce choix, en fait? Alors, c'était un choix du début où on s'est lancé et puis personne ne nous connaissait et puis il fallait qu'on aille trouver un public. Et puis, on a fait le constat de se dire, OK, mais en fait, le public que nous, on veut adresser, il se trouve où déjà? Et puis, on a remarqué, ce public est énormément sur les réseaux sociaux et est en train de consommer énormément de contenu sur les réseaux sociaux. Et il y a un manque de contenu informatif qui s'adresse à ce public sur les réseaux sociaux. Donc, c'est parti de ce constat-là. Et en fait, c'était beaucoup plus simple d'aller là où le public était plutôt que de, par exemple, créer une application ou créer un site et de demander à un public qui ne nous connaissait pas de venir vers nous. Et donc, on a décidé de faire plutôt le chemin d'aller s'adresser à ce public là où il se trouve, plutôt que d'essayer de dépenser beaucoup d'argent pour nous faire voir et que quelqu'un vienne nous voir sur notre site ou notre application. Et par rapport à tout ça, est-ce que tu as observé des évolutions en matière de consommation de contenu entre les différentes plateformes? Bon, ça fait 4 ans, ça fait pas non plus 10 ans, mais est-ce que déjà tu as pu observer des tendances? Donc, je pense qu'il y a une tendance qui est claire, c'est que s'informer sur les réseaux sociaux, c'est en train de grandir de plus en plus. Et puis ça, c'était quelque chose qu'on nous reprochait au début. On disait oui, mais c'est bien mignon, mais l'information sur les réseaux sociaux, c'est peut-être juste une tendance ou c'est pas là pour durer. Ouais. Et en fait, c'est bien le contraire. Au début, on était les premiers en Suisse à vraiment publier ces formats un peu plus courts en vidéo, mais informatifs. Et là, aujourd'hui, on voit que tous les grands font la même chose. Quand au début, on nous disait ah, mais c'est bizarre comme format. Mais en fait, l'audience a envie de consommer ça. Donc, à un moment donné, tout le monde s'adapte. Et ce qu'on a vu surtout, c'est aussi l'évolution par rapport aux plateformes. Donc, Facebook est extrêmement mature par rapport au côté informatif et à la consommation de contenu en lien avec l'information. Et au début, Instagram, quand on s'est lancé dessus, pas énormément et commence à mûrir aussi énormément là-dessus. Et une des grosses tendances qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ces plateformes permettent presque de tout faire. Si on regarde maintenant Instagram, on peut y vendre des biens, on peut y consommer de l'information, et on peut y acheter des biens, on peut faire tout. Et je pense que ces plateformes vont de plus en plus en fait prendre une place centrale dans nos vies. Après, moi, je suis pas là pour débattre est-ce que c'est bien ou pas. Ça, c'est à tous et à chacun de voir par rapport à leur consommation. Mais ces plateformes sont en train de prendre une importance énorme dans nos vies. Et surtout quand on voit un public de plus en plus jeune, là, ça devient de plus en plus clair aussi que, OK, il faut absolument aujourd'hui avoir une stratégie si on veut être un média sur les réseaux sociaux. Et on le voit avec les grands médias aussi qui sont en train de se dire maintenant, il faut vraiment qu'on se réveille un petit peu. Exactement. Ouais, tu peux pas passer à côté. Et justement, pour parler un petit peu de ça, on parlait tout à l'heure de contenu payant, de contenu gratuit, d'aspect publicitaire. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un journalisme à deux vitesses du moment qu'on parle de payant? Enfin, comment est-ce que tu vois l'évolution du paysage médiatique par rapport à tout ça? Moi, je trouve qu'il n'y a pas énormément de changements par rapport à ce qu'il y avait dans le passé. Il y a toujours eu une presse gratuite et une presse payante. Aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus un rapprochement entre les deux. Et puis, on l'a vu aussi avec les médias payants qui sont venus au digital, la première ère du digital, et puis qui mettaient tout gratuitement parce qu'ils se disaient, écoute, voilà, l'Internet, c'est un petit joujou, et puis on n'a qu'à mettre nos trucs gratuitement. Et je crois que je voyais les premiers trucs, c'était qu'ils scannaient des pages des journaux et puis ils les mettaient en ligne. Maintenant, les médias payants qui ont fait ce virage sur le digital commencent à se remarquer maintenant, on a une haute valeur ajoutée, il faut qu'on mette nos contenus derrière quelque chose de payant. Donc, en fait, eux, ils essaient de revenir vraiment de plus en plus au payant. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de rapprochement et dans les yeux de l'audience, c'est plus difficile aujourd'hui de se dire ce média est payant ou ce média est gratuit. Pour la plupart, c'est juste un média. Certaines fois, j'ai le droit d'avoir accès au contenu. Parfois, il est derrière un paywall. Et puis ça, c'est le gros dilemme. Je me demande aussi à quel point ces paywalls marchent quand tu le fais en marche arrière. Et puis à quel point aussi il faut avoir une réelle valeur ajoutée quand on met un paywall. Parce qu'il ne faut pas oublier la perception de prix qui est hyper important. Aujourd'hui, quand tu payes 14 francs par mois pour Spotify ou plus ou moins 14 francs par mois pour Netflix pour avoir ça, c'est la valeur que les gens sont prêts à payer. C'est tout un catalogue en fait d'actifs qui c'est est de la énorme. folie. Donc, quand tu as un média payant et tu demandes quelques francs par article, moi, je pense que c'est juste. Mais après, dans la perception de l'audience,
Quand il y a tu une mets ça en énorme relation. barrière, exactement. Il y a une énorme barrière et donc ça va être intéressant aussi de voir cette évolution. Ouais. Pour ne pas citer bilan, l'autre jour j'ai lu un article à 2 francs. Bah, heureusement qu'il était bon. Enfin, parce que c'est vrai qu'on se dit proportionnellement, ça fait pas de sens. Exactement. Même si je suis d'accord avec toi que sur la valeur du travail qu'il y a derrière, heureusement que c'est 2 francs, ça devrait même être plus. Mais il y a tout ce travail à mettre en perspective, effectivement. Exactement. Et puis ça, c'est quelque chose qui est heureusement en Suisse, on a la chance aussi d'avoir un service public qui est très très fort. Et donc on a de l'information de qualité gratuite. Bon, c'est pas exactement gratuit parce qu'on paye avec nos impôts, mais on a la perception de gratuité par rapport à ça qui est hyper importante. Et puis on le voit surtout quand on a des débats publics, quand on a une évolution du monde qui part dans tous les sens, on a besoin aussi d'avoir cette qualité d'information. Et donc le payant doit aussi se battre par rapport à cette perception qu'en fait, moi j'en ai énormément pour mon argent par rapport à ce qu'il y a déjà de gratuit. Ouais, exact. Et ça va être intéressant aussi de voir en fait comment cette évolution se passe. Oui, absolument. Et puisque tu mentionnais le mot débat, juste avant, c'était la question que je voulais te poser en termes de prise de position sur votre ligne éditoriale. Comment est-ce que vous faites pour vous positionner, enfin pour faire avancer le débat justement, mais sans trop avoir des positions, on va dire, peut-être controversées ou trop extrêmes sur des sujets? Comment est-ce que vous faites? Donc nous, on a des positions... Donc, on part du constat que de dire qu'il y a objectivité ou subjectivité, c'est presque impossible parce que tout est subjectif. Qu'on le veuille ou non, à un moment donné, c'est un humain qui crée quelque chose. Donc même si on veut dire qu'on est objectif, il y a quand même une partie de subjectivité. Donc nous, on est ouvert à ça et puis on n'essaie même pas de se dire on est complètement objectif. On est subjectif par rapport à certaines thématiques. On est aussi... on veut être très vocal par rapport à des choses qui sont plus causales, donc l'environnement, les égalités dans la société, certaines choses comme ça où on a envie aussi de montrer qu'on a un point de vue par rapport à ça. Par contre, après, nous, ce qu'on se dit, c'est si on a vraiment envie de faire avancer un débat, comment est-ce qu'on a meilleur temps de le faire? Est-ce que, et on revient toujours à un exemple d'une conversation entre deux personnes. Est-ce que tu vas faire avancer une discussion avec deux personnes qui ont un point de vue très tranché, qui ne veulent pas s'écouter les uns les autres, ou est-ce que tu as meilleur temps d'avoir une opinion, mais aussi d'essayer d'énormément écouter l'autre personne, de potentiellement apprendre de l'opinion de l'autre personne. Et nous, quand on essaie de créer nos sujets, on essaie de rentrer aussi avec cette ouverture d'esprit. Maintenant, est-ce que c'est facile de le faire à chaque fois? Non, parce qu'on a des prises de position, mais on essaye de se dire que si on a réellement envie de faire avancer le débat, il ne faut pas qu'on soit dans l'une extrême ou dans l'autre, parce que ça fait avancer absolument rien d'être complètement extrémiste par rapport à des sujets. Oui, et puis c'est pas votre visée non plus. Enfin, j'imagine. Et c'est pas notre visée. Ouais. Et c'est pas notre visée du tout. Je voulais parler un petit peu d'engagement sur les réseaux sociaux avec toi, parce que j'étais hyper surprise. Vous indiquez 7% d'engagement moyen sur vos contenus. Donc ça interpelle parce que moi, je viens d'un background, on va dire, un petit peu média marketing. Et en général, j'ai l'habitude plutôt de 2-3%. Alors comment ça se fait? C'est quoi votre secret? Alors, je ne pourrais pas te dire exactement la recette miracle. Je pense que c'est aussi énormément de se poser la question de ce à quoi l'audience s'attend. Donc, très souvent, quand on et là, je vais prendre l'univers médiatique. Très souvent, on se demande, est-ce que l'audience doit nous dicter les sujets qu'on doit créer ou est-ce que nous, on dicte les sujets que l'audience sur lesquels il devrait s'intéresser? Et on peut reprocher à des médias plus traditionnels d'avoir un peu cette tour d'ivoire et de se dire, nous, on dicte l'opinion publique et puis c'est nous qui choisissons les sujets, etc. Nous, on est toujours parti du constat qu'en fait, si on a réellement envie de servir une audience avec quelque chose à valeur ajoutée, il faut qu'on comprenne en fait ce qu'elle a envie de consommer. Je pense que l'engagement, il part aussi de beaucoup de réflexion par rapport à ça. Parce que le moment où tu adresses quelque chose parce que un public qui a envie de consommer ce sujet, là, tu es beaucoup plus... c'est juste naturel. Voilà, tu peux t'attendre à avoir un engagement beaucoup plus élevé. Et c'était toujours quelque chose de très important parce qu'aussi, nous, on a grandi ce média qui est aujourd'hui un des plus grands médias sur les réseaux sociaux en Suisse avec 0 budget marketing. On l'a fait entièrement parce qu'on se concentrait sur l'audience, sur ce qu'elle avait envie, et puis de construire ce genre de sujet. Maintenant, si l'audience demain nous dit créez-nous un sujet par rapport à un éléphant rose qui s'intéresse à, je sais pas, chose X, peut-être qu'on va pas le faire. On a quand même aussi, on dicte d'un point de vue d'entreprise. Exactement, on est conscient par rapport au sujet qu'on a envie de faire, et puis on le retrouve. On fait très peu de sujets. On nous a jamais retenu, en tout cas, de faire exactement des sujets qu'on peut appeler clickbait ou autre, mais parce qu'on remarque que notre audience a envie de consommer les sujets qu'on a envie de créer, mais parce qu'aussi on est en train d'écouter cette audience et pour comprendre ce qu'elle a envie de consommer. Et comment est-ce que vous faites justement pour écouter cette audience? Vous avez des équipes qui font un peu du market research, si on peut dire ça comme ça, ou bien c'est un peu tout au feeling à l'heure actuelle?
Alors non, il y a une grosse partie derrière les data. Donc, on fait aussi énormément d'analyse par rapport au sujet, d'analyse que ce soit sur les thématiques, sur la manière dont on traite le sujet, sur des mots-clés qu'on utilise dans ces sujets. Donc, il y a une analyse assez poussée de ce point de vue-là. On discute aussi énormément avec notre audience. Et puis après, il y a énormément de réflexion à l'interne qui est de côté plutôt décisionnel de ce sur quoi nous, on a envie de travailler. Ouais. Exactement. Okay. Alors, je vais parler d'un petit phénomène avec toi. Je crois qu'on a découvert les deux avec mon interview, c'est le doom scrolling, qui est un anglicisme et qui correspond en fait à l'habitude de scroller des fils d'actualité à l'infini. Je pense qu'on est de cette génération, on est hyper connecté et toujours on. Est-ce que tu as l'impression que ce phénomène-là génère du faux engagement ou de l'engagement passif? Le fait de scroller et de liker sans vraiment être conscient de ce qu'on consomme? Alors, comme tu l'as dit, j'ai découvert ça avec toi, mais je ne pourrais pas te répondre exactement. Je peux te répondre avec un avis. Mon avis, c'est que moi, par exemple, quand j'utilise les réseaux sociaux, je mets un like sur rien. Donc, si on prenait mon cas, on se dirait que le doom scrolling, en fait, ne donne pas un engagement passif. Par contre, je regarde ma copine, elle like la plupart des choses quand elle scrolle. Donc, on peut prendre en fait les deux cas et se dire, OK, oui, le doom scrolling existe ou non, il n'existe pas vraiment. Donc, franchement, j'ai qu'un avis subjectif par rapport à ça. J'ai pas assez d'informations pour réellement te dire exactement est-ce que ça existe ou pas. En parlant de data, est-ce que vous avez été impacté par les changements d'algorithme ou bien vous avez tellement d'ampleur que ça vous impacte peu? Non, on a été impacté, tout média a été impacté par rapport à ça, surtout sur un point de vue, mais qui est logique, c'est le reach. Donc, de plus en plus que ces plateformes deviennent compétitives, de plus en plus l'attention d'un utilisateur devient extrêmement in high demand. Donc, beaucoup de gens ont envie de cette attention. Et donc, naturellement, qu'est-ce que ces plateformes vont faire? Elles vont diminuer ta portée auprès de cette audience. Et donc, nous, on a souffert de ça. Par contre, on n'a jamais construit notre business model sur ça, sur le reach. D'accord. Donc, on n'avait pas un business model où, en fait, il fallait qu'on atteigne 1 million de personnes pour que 1% se convertissent pour venir sur notre site. Et sur ce 1%, on pouvait leur présenter de la pub. Nous, on a toujours eu en fait, un modèle d'affaires où on garantit un certain reach parce qu'on a une taille d'audience qui est assez conséquente. Significative. Exactement. Donc, on garantit un reach auprès de cette audience. Si ça dépasse ce reach, ben, tant mieux pour la marque avec qui on travaille, mais on garantit ce reach. Donc, on l'a toujours garanti. Maintenant, si on en a un peu moins, ça devient un petit peu plus difficile de l'atteindre, mais ça n'a pas vraiment énormément impacté notre modèle. OK. Et vu qu'on arrive à la fin, je voulais te demander s'il y avait des projets que tu voulais partager avec Kappa qui arrivent peut-être, pas des scoops, que tu peux nous partager ici. Alors, moi, je dirais c'est la discussion qu'on a eue avec l'équipe hier. Si tu veux, 2020, je pense que ça a été une année assez particulière pour tous et chacun et surtout pour les entreprises. Il y en a certaines qui ont explosé grâce à ça et dans le bon sens du terme, qui ont vraiment profité en fait de ces crises pour se développer. Dans le monde des médias, il y en a très peu qui en ont énormément profité par rapport à ça. Donc, c'était vraiment une année de choix. Il fallait vraiment bien choisir où sont ses forces. Donc, quand tu fais des choix, naturellement, tu as énormément d'introspection, donc tu essaies de extrêmement bien comprendre où sont tes forces. Et nous, je pense que ça a été ça 2020. Donc, on a remarqué qu'il faut qu'on se concentre énormément sur le marché qui est le nôtre aujourd'hui, qui est le marché suisse. Quand on parle de marché suisse, on parle principalement d'un marché suisse-allemand. Et quand on parle du côté des réseaux sociaux, il y a un développement du modèle d'affaires qui doit être aussi étoffé. Et donc nous, si tu veux, c'est vraiment 2021, c'est une année d'accélération par rapport à ça. Une accélération sur le côté suisse-alémanique encore plus forte, une concentration sur notre public et un développement du business model. Si on fait ça extrêmement bien cette année, on a énormément de plans qu'on a envie de développer. Donc, on a des nouvelles thématiques qu'on aimerait traiter. Donc, potentiellement créer des nouvelles marques en dehors de Kappa pour aller traiter de ces thématiques. Ça, c'est quelque chose qu'on voulait faire cette année s'il n'y aurait pas eu 2020 dans l'état dans lequel elle s'est passée. Et donc, c'est surtout ça. Je pense que cette année, c'est extrêmement se focuser extrêmement sur notre audience, sur notre cœur de cible, sur nos produits existants et extrêmement bien développer ça. Et puis après, on a plein d'idées par rapport à ce qu'on aimerait faire. Et à mon avis, si on refait une interview dans 6 mois, on peut faire que sont-ils devenus. Exactement, on se sera lancé par rapport à ça. Mais en ce début d'année, c'est vraiment extrêmement focus sur nos forces. Super, merci. Et le mot de la fin, est-ce qu'il y a un conseil que tu voudrais partager, peut-être quelque chose que tu aurais voulu entendre il y a quelques années en arrière? Oui, ouais. Il y a quelque chose que j'ai appris en fait cet été. Discuter avec un entrepreneur cet été et puis il me racontait en fait
son parcours entrepreneurial. Et puis aujourd'hui, il investit ou il coach beaucoup d'entrepreneurs. Il me disait quelque chose que je remarque chez la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils font énormément de choses à l'instinct et ils font très peu leur devoir. Et leur devoir, c'est de faire des recherches par rapport à son industrie, bien connaître son marché, vraiment avoir une compréhension presque d'un point de vue éducatif par rapport à l'industrie dans laquelle on est. Et moi, je le remarque, nous, pendant 4 ans du développement de cette entreprise, on fait partie de notre public cible, on est jeune, on a cette envie, on a fait la plupart de la croissance de l'entreprise sur l'instinct. Mais à un moment donné, il faut aussi faire ses devoirs. C'est ce qu'on a fait cet été avec beaucoup d'introspection, avec beaucoup de recherches par rapport au marché. Et tout d'un coup, tu remarques que beaucoup de choses que tu prenais pour une vérité ne le sont probablement pas. Un petit peu ébranlées. Exactement. Et donc, ça a un impact sur ta stratégie. Et donc, je dirais qu'une stratégie bien fondée et à 50% sur une connaissance et donc faire ses devoirs et aussi une grosse partie de l'instinct parce que très souvent, si tu crées quelque chose de nouveau, c'est parce que ça n'a pas été complètement écrit dans le passé. Donc, il faut aussi avoir cette partie d'instinct. Mais je pense que c'est ça, c'est de bien faire ses devoirs. Super. Merci beaucoup. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instantcactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.